Qu'est-ce que c'est cette identité numérique française, régalienne, qui est en train de se mettre en place, qu'on voit apparaître petit à petit sur des sites lorsqu'on se connecte pour notamment des questions administratives. Il y a plusieurs versions. Il y en a une qui est vraiment l'application officielle, c'est App France Identité. On a la chance d'avoir le chef de projet aujourd'hui dans cette émission. Donc on va pouvoir lui poser toutes les questions possibles et imaginables qui se posent à nous quand on doit se connecter. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant, je dirais. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, pour s'y intéresser, on a convoqué, vous l'aurez compris, Florent Tournois. Bonjour, merci d'être connecté avec nous, directeur du projet France Identité. Donc, nouveau service public qui permet de créer son identité numérique régalienne et qui prend la forme d'une application pour smartphone. Ça, c'est l'introduction. On va aller beaucoup plus loin ensemble sur ce sujet. En plateau avec moi, Baptiste Robert. Bonjour. Baptiste, vous êtes hacker éthique, précisons-le, un gentil hacker, spécialisé dans la recherche de vulnérabilités logicielles. Vous êtes le fondateur de Predicta Lab et vous avez été entendu par la mission d'information sur l'identité numérique. C'était il y a quelques années, mais depuis, eh bien ça y est, ça a abouti. Et puis en plateau également avec moi, Vincent Raymond, expert blockchain et cybersécurité chez Winepoint. Vous nous apporterez votre œil de consultant sur ce sujet. Première question évidemment pour le chef de projet. Florent, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer cette app France Identité ? Bonjour, merci de nous recevoir et de nous permettre d'expliquer. L'application France Identité est en fait un lecteur sans contact de la carte d'identité qui finalement permet de relier la personne physique, la carte d'identité et se projeter via l'application France Identité dans l'univers numérique. Et ainsi de proposer plusieurs usages basés finalement sur la carte d'identité et l'état civil qui permet de projeter l'utilisateur, par exemple, sur l'authentification, c'est-à-dire qu'on peut aller via France Connect sur des services sur la base de son état civil et non plus uniquement avec un email et un mot de passe, par exemple. Oui, parce Deuxième que usage qu'on propose. Oui, avant c'était, pardon. c'est pour ça que j'ai dit que c'était un petit peu plus compliqué, mais avant, il suffisait en fait de se connecter via une identité qui était déjà validée sur notre compte Amélie, sur notre site des impôts pour pouvoir accéder à l'ensemble des services. Mais ce n'était pas suffisant. Non, ce n'était pas suffisant, puisque en fait, il y a quand même une fragilité, tout simplement, et on offre une surface d'attaque, en fait, simplement avec l'email, simplement avec le mot de passe. Et aujourd'hui, ces éléments-là sont contenus dans la carte d'identité, dans finalement l'élément sécurisé de la carte d'identité, la puce. Est-ce que ça veut dire que c'est une autre façon de justifier son identité, qu'on va à terme pouvoir se passer de sa carte d'identité ? Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif parce que d'une part, je pense que les Français y sont attachés et ensuite, il convient de développer les usages, de développer la connaissance collective autour de l'identité numérique et ce que l'on peut en faire. Aujourd'hui, on ne souhaite pas se séparer de la carte d'identité ancienne. Bon, c'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste Robert, de ce projet ? Est-ce que ça vous semblait aussi essentiel pour apporter davantage de sécurité finalement aux utilisateurs, aux administrés lorsqu'ils se connectent sur des sites ? Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cette identité numérique. L'identité numérique, ça va venir raccrocher notre vie réelle et notre vie numérique. Et aujourd'hui, on l'a vu entre l'Internet d'hier, l'Internet de base, et l'Internet d'aujourd'hui, il a extrêmement changé. Au départ, Internet, c'était un endroit où vous pouviez avoir n'importe quelle identité. Une, plusieurs, d'autres vies. Vous pouviez vous inventer une vie. Et c'était bien. Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a parfois des choses que vous n'avez pas envie de relier à votre vie réelle. Et aujourd'hui, on l'a vu, parce que les géants faisant, les grosses entreprises faisant, la nécessité de vous vendre des choses dans la vie réelle a fait que on a eu envie de relier votre vie numérique, toute votre activité numérique est de plus en plus importante avec les années, à votre vie réelle. Parce que ça permet derrière de vous cibler, de vous profiler, de vous vendre des choses. Et donc, c'est pour moi, alors je ne suis pas un grand défenseur, on va le comprendre assez vite, de l'identité numérique globalement, dans le sens où cette identité numérique, c'est un moyen supplémentaire de faire le lien entre qui vous êtes dans la vie réelle et qui vous êtes dans la vie numérique. Et en soi, l'identité numérique n'est pas forcément un gros problème. Ça va être comment on l'utilise
Est-ce qu'on force Parce les gens à qu'aujourd'hui, quand on se l'utiliser? connecte sur des sites administratifs, même sans France Identité, il y a ce lien qui est fait entre notre vie réelle et notre vie numérique. Il y a cette vérification déjà qui est opérée. Là, c'est juste un stade supplémentaire, un niveau de vérification plus important. Et ça vous pose question? Ça va être une dématérialisation de la carte d'identité. Oui. Et effectivement, en vue de l'utiliser dans l'espace numérique ensuite. Et aujourd'hui, c'est là où l'intérêt est limité dans mon sens. C'est pour quel but? Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité? Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce que... oui, les gens, en fait, ils ont leur carte d'identité. C'est même obligatoire. On est censé, sur le territoire français, se balader avec sa carte d'identité sur soi. En quoi j'aurais besoin de mettre sur mon téléphone cette carte d'identité? Effectivement, il y a des problèmes récurrents qui touchent la France et le monde entier, qui sont, par exemple, lorsqu'on va vous demander des justificatifs d'identité et vous arrivez à l'hôtel, on va vous prendre votre passeport ou votre carte d'identité, on va la scanner. Absolument. Et cette information, cette photocopie de votre carte d'identité, vous n'avez aucune idée de comment elle est stockée, comment elle est gérée, etc. Et dans ce sens, ça, c'est intéressant. Ouais. Si demain, on vous force à utiliser France Identité pour un service ou pour un autre, c'est plus compliqué. Et il ne faut jamais oublier que dans notre pays, il y a énormément de gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui n'ont même pas du tout accès à la technologie. Et on va les laisser encore une fois de côté. Alors, quand même, on va préciser, et je pense que Florent a envie de le faire aussi, que cette identité, cette application, elle est gratuite, elle est surtout facultative. On n'est pas obligé de la charger, en tout cas pour l'instant. Cela dit, sur certains sites, moi j'ai quand même noté, par exemple, quand on veut aller consulter son compte CPF de formation, on se retrouve un peu obligé de se créer son identité numérique officielle. Oui, tout à fait. Enfin, officielle. On est obligé d'avoir une identité numérique avec un niveau de confiance plus important qu'un simple login mot de passe. Simplement parce que les enjeux sont un peu différents et que, s'agissant du compte CPF, il y a des remboursements qui s'effectuent au nom d'une personne physique. Un petit peu comme quand on signe des documents officiellement, il faut être sûr que ce soit la bonne personne qui signe ces documents. Et donc, l'identité numérique doit être certifiée, doit être confirmée. Et c'est bien ce que nous faisons avec France Identité, pour ces usages précis, finalement. Et pour répondre à la question précédente, on essaye de promouvoir un justificatif d'identité pour les situations qu'on a décrites précédemment, par exemple à l'hôtel, par exemple sur des dossiers administratifs où on a besoin d'une photocopie et on a une proposition autour du remplacement de la photocopie de la carte d'identité. Donc là, on va quand même renforcer la sécurité, c'est important sur ces points-là. Si je reste sur l'histoire du CPF, on n'a pas besoin de charger l'app France Identité, on passe par l'identité numérique La Poste. Je crois que c'est son nom. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que La Poste est le premier opérateur finalement de cette identité numérique régalienne? L'identité numérique de La Poste n'est pas l'identité numérique régalienne. Et aujourd'hui, c'est le premier acteur qui a fourni une identité numérique avec un certain niveau de confiance plus important que le login mot de passe. Nous souhaitons et nous travaillons pour être connectés au compte CPF et apporter une identité régalienne de niveau le plus élevé, qui va impliquer des comptes certifiés par le ministère de l'Intérieur, par les mairies, par les agents d'état civil, qui permettra un niveau de confiance encore plus important. Et nous allons évidemment nous raccorder à France Connect Plus, qui permet d'accéder au compte CPF. Donc si on a créé son identité numérique La Poste, il faudra quand même reproduire une démarche à peu près identique, voire renforcée, pour créer son France Identité régalien. On va essayer de renforcer les synergies en fait entre les deux identités pour éviter aux Français des difficultés de comparaison et de compréhension en fait. Nous travaillons avec La Poste en ce sens. D'accord, ouais, ce serait super, parce qu'en plus, c'est pas si évident. C'est vrai que ce que vous disiez, Baptiste, c'est important, c'est qu'il faut être inclusif aussi dans ces démarches administratives. Aujourd'hui, c'est quand même une certaine complexité. Moi, ça m'a pris du temps, en fait, pour créer mon app. Votre œil de consultant, dites-nous aujourd'hui comment cette identité numérique s'impose
de plus en plus parce qu'on a des besoins de sécurité, et comment aussi elle va s'imposer en Europe, parce qu'il y a un projet de portefeuille numérique européen. Absolument. Alors la première question, c'est est-ce qu'elle s'impose ? Alors, elle s'impose dans les usages. On peut débattre de l'utilité et de la mise en œuvre du projet. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe au niveau numérique et qu'on a besoin de prouver son identité. Son ou ses identités, comme le disait Baptiste, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et on ne peut pas être à la traîne vis-à-vis de l'Europe, qui de toute façon avance. Qu'elle avance sur nous. D'ailleurs, on n'est pas les premiers. L'Estonie l'a fait avant nous, la Belgique après, l'Allemagne. Donc, on a un petit peu de retard et on doit être en phase avec les normes réglementaires, EIDAS, entre autres, pour pas la citer. Donc maintenant, est-ce qu'on va l'imposer ? Probablement. Est-ce qu'on va l'imposer au niveau numérique ? A priori non, puisque, comme le recommande la CNIL, il faut toujours avoir une alternative non numérique. Ouais. On ne peut pas imposer aux gens, du fait de la fracture numérique, on ne peut pas imposer aux gens d'utiliser une application, d'utiliser un smartphone, ou, encore plus complexe, d'utiliser un wallet, puisque c'est le terme qu'on va utiliser. Donc là, on peut rapidement être perdu si on est dans la capacité d'accéder, ne serait-ce qu'au matériel. Donc, ce que la CNIL avait recommandé, et qui a été, je crois, réalisé avec France Identité, c'est que cette identité numérique peut être confirmé, par exemple, en présentiel. C'est étonnant, mais on parlait de la Poste, par exemple. On peut faire confirmer son identité par un postier qui vient chez nous et qui confirme bien notre identité sur l'application. Donc, on va essayer de résoudre ces problèmes d'accessibilité. Alors là, vous avez évoqué les autres projets européens. C'est intéressant de faire un comparatif un peu avec ce qui se fait, pas seulement en Europe, d'ailleurs, dans le monde. Vous avez observé notamment ce projet en Inde, gigantesque, qui était sans doute le premier, je crois, à travailler sur l'identité numérique. C'est le premier pays important, avec une population gigantesque, et des défis qui lui sont propres, et qui sont propres à une taille de population comme celle-ci, à avoir attribué à chaque personne de nationalité indienne un numéro qui est un numéro dit Aadhaar, et qui a été un programme gigantesque qui a duré sur plusieurs années. Et ils sont allés relativement loin, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement attribué un numéro, mais les gens étaient invités à venir dans des centres pour venir notamment prendre un scan de l'iris et de mettre les données biométriques, les empreintes aussi des doigts. On a vu avec Aadhaar plein de problèmes différents, c'est-à-dire que et j'ai eu l'opportunité, la chance de trouver des failles de sécurité, notamment dans les applications officielles du gouvernement indien, mais également de trouver des cartes Aadhaar, puisque en réalité, dans un pays comme l'Inde, qui est un pays extrêmement riche, extrêmement disparate, vous avez des gens qui aujourd'hui ont une qualité de vie comme la nôtre, sans problème apparent, et des gens qui n'ont pas l'électricité dans certains villages. Oui. Et donc, pour certaines personnes, c'est normal d'avoir son téléphone dans la poche et il n'y a pas de problème. Pour d'autres, déjà, ne serait-ce qu'avoir le petit bout de carton avec sa carte Aadhaar, c'est déjà quelque chose. Et donc, il y a plein de cartes Aadhaar qui se sont retrouvées sur Internet, et on voit que le problème, en réalité, c'est pas tout passer au numérique, créer encore un nouvel outil, parce qu'on le voit dans notre discussion, déjà dans tous les termes qu'on a employés. On parle de France Identité, France Connect, de wallet, de téléphone, d'applications mobiles. Même nous qui sommes du milieu, au bout d'un moment, on finit par être un peu perdu. Alors imaginez ma grand-mère, elle, il y a des chances qu'elle soit encore plus perdue. Et on a vu sur une population comme l'Inde que le problème, il n'est pas dans la technologie. Il est aussi dans la technologie, et on peut y revenir après, mais il est aussi beaucoup dans les usages, parce que les gens, le réceptionniste, pour reprendre l'idée de l'hôtel, le réceptionniste, il est habitué en fait à prendre votre carte d'identité, et c'est des changements très longs, et il y a une discipline qui est la conduite du changement en entreprise, on en parle beaucoup. Il y a des entreprises qui sont encore en train de numériser des dossiers papier. Et pourtant, le numérique, ça a maintenant un peu de temps. Donc, ces questions-là vont prendre énormément de temps et s'accompagnent. C'est pas juste de créer une identité, mieux de prendre créer le une temps application. aussi, parce que exactement. Voilà. Alors, il va y avoir une expérimentation pour les européennes, les élections européennes 2024, là, donc qui vont arriver très vite, qui va être menée dans le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire. Justement, ça va permettre aux habitants un peu de s'habituer, parce que là, on va pouvoir porter sa procuration de manière 100% numérisée. Vous en attendez beaucoup de ces tests, de cette expérimentation, pour voir comment, justement, les usagers vont s'emparer de l'identité numérique ?
Oui, on en attend beaucoup, puisque finalement, c'est la première fois où l'identité numérique est incarnée sur le terrain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 47 mairies volontaires qui finalement accompagnent des usagers qui viennent, soit pour des passeports, soit pour des cartes d'identité d'ailleurs, et qui viennent rendre le service de certification de compte et qui permettent de sensibiliser les gens aux différents usages. Dans ces départements, on expérimente également le permis dématérialisé pour que les forces de l'ordre puissent s'habituer et finalement acquérir tous les gestes nouveaux qui accompagnent ce permis dématérialisé avant une ouverture généralisée. Et enfin, on expérimente également un justificatif d'identité nouvelle version qui remplace la photocopie de la carte d'identité. Très bien. Alors, vous avez évoqué ce projet ADAR en Inde en parlant de l'aspect biométrique. Nous, en France, ça a été abandonné. Hein. C'était le projet ALICEM. Donc, on est passé à une version hors biométrie. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez quand même que ce sera suffisamment sécurisé? Parce que j'avais noté quand même qu'en 2019, à peine 1 heure après la sortie de CHAP, eh bien, Baptiste Robert, ici en plateau, avait réussi finalement à détourner cette messagerie qui était censée être sécurisée pour les fonctionnaires. Alors, Donc là, vous êtes un peu plus rassurant? Alors non, je suis un garçon très pessimiste de base. Ah bon. Mais, ce sera votre mot de conclusion. Malheureusement, on a déjà terminé notre talk. Allez. Mais en cybersécurité et globalement en sécurité tout court, il n'y a pas de sécurité absolue. Il y a toujours des failles de sécurité à trouver. Et prenez l'exemple d'un Facebook, d'un Twitter, d'un Instagram. Vous avez des gens très intelligents, brillants, des dizaines, de centaines parfois de gens qui travaillent sur le sujet, et tous les jours on trouve des failles. Et c'est le propre de nos métiers. Donc, bon, après, sinon on ne fait plus rien. Et puis il y a aussi les GAFAM et les Big Tech qui sont en embuscade. Exactement. Vincent Raymond, j'ai pas eu le temps de vous donner la parole. Je suis désolée, à 3, ça passe tellement vite ces discussions. Merci beaucoup à Florent Tournois, le chef du projet France Identité, qui était avec nous, Baptiste Robert de Predictalab et Vincent Raymond de OnePoint. Tout de suite, on a un rendez-vous avec l'actu des cryptos.